Donc, bienvenue à tous dans ce webinaire consacré à Mesh. Donc, Mesh, petite techno de réalité immersive disponible dans Teams. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, si c'est votre premier webinaire, je m'appelle Lloyd, je suis technologie évangéliste, ici au MIC, un grand mot pour dire que je suis développeur et que je facilite la technologie. Je fais beaucoup de veille pour les techs et les non-tech aussi, parce qu'aujourd'hui, on va voir qu'il ne faut pas forcément être développeur ou ultra tech pour pouvoir profiter justement de toutes ces ressources. Et donc, je travaille au MIC. Hop, je vais juste partager mon PowerPoint. Aujourd'hui, c'est moi qui fais tout seul. N'hésitez pas, c'est un webinaire qui est assez interactif. On va pas faire du blabla de théorie pendant les 40 minutes qui vont arriver ici. On va faire beaucoup de démonstrations. N'hésitez pas à interagir dans le chat. Moi, je vous vois en fait sur le côté. On est très loin d'un cours théorique d'une heure. Donc du coup, le MIC, pour ceux qui ne connaissent pas le MIC, nous on se situe à Mons et en fait on est une ASBL qui est financée moitié privée, moitié publique avec nos partenaires que vous pouvez voir sur le slide. Et notre but en fait c'est d'aider la Wallonie à se digitaliser en montrant que même avec des petits moyens, en ayant certaines connaissances, il y a moyen déjà de faire de très grandes choses. Mais aujourd'hui, je vais vous poser une première question car nous allons parler de la collaboration virtuelle avec Mesh. Et cette première question, c'est quel est votre ressenti vis-à-vis des espaces immersifs virtuels et du métavers? Métavers, grande question. Je vais essayer de me remettre en bas comme ça. On se voit quand même encore un petit peu. C'est grande question, le métavers, parce que bien souvent, c'est une technologie qui est associée aux jeux vidéo, etc., les casques, le gaming, etc. Au final, c'est pas si nouveau que ça, parce que quand on jouait à World of Warcraft, on ne l'avait pas dans un casque, mais on était quand même dans une réalité alternative et le métavers. Et donc, voilà, quels sont, vous, vos ressentis? Vous pouvez les mettre dans le chat et comme ça, on pourra comparer entre le début, justement, de ce webinaire et la fin. Deuxième question, savez-vous comment on accède à ces espaces? Ça, c'est des choses en fait qui freinent assez fort le développement de toutes ces, on va dire, de toutes ces technos parce que bien souvent, les gens ne savent pas comment y accéder et ils ne savent surtout pas qu'ils y ont déjà accès sans forcément le savoir. Bien souvent, quand on parle de réalité immersive, à première vue, hop, désolé, j'ai une petite latence sur vos réponses. Ouais, c'est clair, c'est fort immersif quand on essaye. Et justement, c'est ce qui peut un petit peu bloquer certaines personnes. Bien souvent, quand on parle d'espace immersif, je reviens sur ma caméra, vous avez sûrement ce genre d'objet en tête, qui est ici le casque de Meta. Meta qui met énormément de force, on va dire, de frappe dans tout ce qui est métavers, etc. Et ça se ressent quand même techniquement. Aujourd'hui, c'est pas le thème, mais si vous êtes intéressé de voir vraiment des SDK qui sont propres à à ces casques, n'hésitez pas, vous pouvez le mettre dans le chat et on peut organiser ça. D'ailleurs, j'ai oublié de vous poser une question aussi. Est-ce qu'il y a des développeurs dans, dans l'audience? C'est juste pour savoir plus ou moins comment je dois adapter mon discours, si on peut partir vraiment sur de la tech pure et dure, ou alors si je reste assez facilitateur dans mon approche du sujet. Hop. Ah, c'est bien. Il y a du développeur. Ah, il y a pas de il y a pas, ce n'est pas que des développeurs. C'est pas grave. C'est là que vous allez voir que c'est vachement facile d'accès pour arriver à ce genre de technologie. Donc, à la base, on va reprendre un petit peu tout. Pourquoi les espaces immersifs ont-ils été créés et à quoi servent-ils? Concrètement, ils servent. Enfin, vous avez déjà plus ou moins tous la réponse. Freelance, finance, ok. Oui, donc on n'est pas sur tous des profils tech. Du coup, pourquoi est-ce que ça a été créé? Mais en gros, à la base, on va pas se le mentir, ça a été créé pour les jeux vidéo. Pourquoi? Parce que toujours plus proche de la réalité, etc., toujours plus d'immersion. Mais nous, on fait pas du jeu vidéo, Mick. Nous, on aide les entreprises. Et donc, à la base, vous n'êtes pas sans savoir que il y a une petite pandémie qui a fait qu'on a dû commencer à faire un peu plus de télétravail que prévu.
Et donc là, je vous donnerai dans le chat à la fin le lien qui tire vers ces chiffres. Mais concrètement, le télétravail en 2020, ben, pas foufou, quoi. Parce que quand ça a commencé à arriver et qu'on a dû se mettre tout ça en place, les gens n'étaient pas forcément préparés. Et donc, ben, 60 personnes, des personnes qui se sont dites moins se sentir connectées à leurs équipes après être passées au télétravail. Il y a 39% des managers qui estimaient qu'il était plus difficile d'assurer l'engagement et la connexion justement des équipes. Et 30% des managers en télétravail estiment innover contre 40% des managers en 2019. Donc, en gros, niveau productivité, eh ben, c'était pas ouf. Et donc, plusieurs acteurs ont essayé de mettre des solutions en place, dont Meta, ont été un des premiers dans leur casque. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'essayer. Horizon Workroom. Donc, Horizon Workroom, c'est dispo dans les casques Meta. Et ça permettait de faire des réunions avec un avatar, où on pouvait partager son écran, où il y avait un tableau blanc. Mais pas que. On pouvait aussi l'utiliser comme station de travail seul chez soi. C'est assez bluffant. Moi, je l'utilise encore de temps en temps. J'ai eu quelques réunions dans ce métavers. Ben, c'est assez prenant pour avoir vraiment enfin, pour vous donner un peu mon ressenti. Au début, ben, l'immersion, on se dit, ok, c'est un peu gadget, mais au bout d'une dizaine de minutes de réunion, ben, en fait, on se met à parler de manière naturelle avec les avatars qui sont autour de nous parce qu'il y a une synchro labiale, il y a une détection des yeux en fonction du casque qu'on utilise, etc. Et donc, l'immersion, en fait, est vachement plus facile. On était à trois dans cette réunion, vraiment. Il y avait un de nos collaborateurs qui était en Flandre, un autre dans les Ardennes et moi qui étais sur site à Mons. Eh bien, c'était assez bluffant, quoi, parce que j'ai pu partager mon écran, c'était fluide, etc., etc. Donc, très bon point. Si vous avez l'occasion de l'essayer, c'est gratuit. Le souci, c'est que ça demande d'avoir un device. Et même si actuellement, les devices Meta, ben, par exemple, comme celui-ci qui est le Quest 3, qu'on peut maintenant trouver aux alentours de 500 euros, si on s'y prend bien, parfois il y a des promos qui sont vachement cool. Il y a son petit frère, le 3S, qui est sorti, qui lui est aux alentours de 200 et quelques euros, on va dire 300 pour être sûr, donc en gros ça devient un peu plus abordable. Mais il y a quand même ce fait de je dois mettre un casque sur la tête, bah, c'est pas ouf quoi. Parce que concrètement, entre guillemets, le côté gadget mais ne plaît pas forcément à tout le monde. Et c'est là qu'intervient, on rentre enfin dans le vif du sujet, Microsoft Mesh. Mais Microsoft Mesh, concrètement, c'est quoi? Mais on va refaire un petit historique justement de Mesh. À la base, Mesh, ça a été développé pour les HoloLens. Je ne sais pas si vous voyez, les HoloLens, ce sont les lunettes de réalité mixte de Microsoft. Et comme vous pouvez le voir sur l'image de gauche, ben, ça mêlait un petit peu, on va dire, réalité et réalité virtuelle, ben, d'où la XR pour Extended Reality, parce qu'il y avait moyen d'interagir justement avec les autres. Ouais, c'était un petit peu futuriste. Nous, on l'avait testé au MIC à l'époque. C'était assez perturbant, quoi, parce que ben, pas de pied sur les avatars. Il y avait assez bien de bugs. Par exemple, ça se décalait, les positions n'étaient pas toujours justes par rapport à la réalité. Et donc, du coup, c'est un petit peu tombé aux oubliettes, ce projet. Mais tel le phénix, il est revenu de ses cendres pour nous donner Microsoft Mesh dans Teams. Microsoft Mesh dans Teams, désolé pour mon petit cheveu sur la langue, eh bien, c'est un espace immersif qui est à disposition dans les réunions Teams. Vous y avez déjà tous accès. Dans ce webinaire, malheureusement, je ne pense pas que vous pourrez me rejoindre. Vous pourrez tester de votre côté. C'est le but aussi du webinaire, c'est de tester. De me rejoindre justement dans cette fameuse réunion qui est accessible directement. Il n'y a pas besoin d'avoir une licence supplémentaire par rapport à un Teams classique. C'est directement disponible dans votre application. Du coup, rentrons dans Mesh. Et c'est là que les webinaires commencent à être vachement marrants parce que on part sur de la démo live. Là, petit effet pour qu'on se voit de loin. Et vous voyez ici, dans les vues, au-dessus,
C'est assez perturbant, hein. Je ne m'y ferai jamais à cet effet de cascade. Désolé si ça donne un peu des nausées. Mais voilà. Donc, dans Vue, vous pouvez essayer. Et vous voyez que dans Vue, ici, on a Immersive Space. Donc, le Immersive Space qui est ici, eh bien, en fait, c'est votre accès à Mesh. Je ne sais, comme je vous ai dit, je ne sais pas si, en tant que viewer du webinaire, vous y avez accès. Mais concrètement, si je clique dessus, eh bien, vous voyez le logo de Mesh qui arrive directement dans Teams. Donc là, je ne suis pas sorti de Teams. Vous pourrez essayer après, hein, concrètement. Ah, je vois des 3D qui arrivent dans le chat. Donc, il y a de grandes chances qu'on se croise. Bon, forcément, il va me demander les accès à la caméra. Ah oui, je vois quelques 3D qui pop comme ça chez vous. Donc, c'est que ça fonctionne assez bien. Mesh, concrètement, là-dedans, eh bien, comme vous le voyez, il y a accès ici en face à tous ceux qui ne nous ont pas rejoints. Et normalement, bon, je suis au trackpad, donc un petit peu compliqué, mais est-ce qu'on a déjà des gens qui sont avec moi? Non, ça va peut-être arriver. Mais voilà. Cet espace, en fait, à l'intérieur, il y a déjà des interactions. C'est-à-dire, je peux me déplacer. J'ai pas besoin forcément d'un casque parce que c'est dans mon navigateur, mais Mesh est accessible aussi depuis un casque. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire du cross-platform. Hop, ah, raté. Du cross-platform directement au travers de Teams. Ce qui est assez chouette, hein. Il y a, comme on parlait tout à l'heure, le petit côté gadget. Ben en fait, vous, vous ne le ressentez que pendant un très court laps de temps. C'est assez chouette. Maintenant, pour faire des réunions, ben, il y a moyen de faire un petit peu mieux que ça. Au niveau donc de l'interface, ici, vous voyez qu'il y a un menu. Dans le setting, ben, pareil, ça fait un petit peu jeu vidéo, mais je peux changer concrètement la manière de me déplacer. Je peux modifier la qualité, surtout, comme dans les jeux vidéo, en fait, parce qu'il y a de grandes chances que Teams, comme vous le savez tous, une fois qu'on fait un partage d'écran, c'est pas le meilleur au niveau rendu. On se chope un petit peu quelques lags, etc. Et voilà, ça peut permettre un petit peu de changer quelques paramètres, histoire d'être un petit peu mieux. Au niveau de l'accessibilité, pareil, c'est très inclusif en fait, c'est un programme Microsoft. Et donc, vous pouvez changer les contrastes si vous êtes daltonien, etc., etc. Et ensuite, vous avez l'onglet pour développeurs, et ça, on y reviendra après. Au niveau de l'avatar, concrètement, vous pouvez déjà avoir des avatars autres que dans Mesh. Ça, petite parenthèse, dans la caméra, si vous êtes ici, il y a moyen d'avoir directement votre avatar. Votre avatar, il se trouve ici. Pourquoi faire ça? Concrètement, il y a parfois des personnes qui ne veulent pas se montrer ou alors qui ont un background qui n'est pas fou, justement, au moment des réunions. Bien, vous pouvez déjà avoir votre avatar et justement changer votre caméra avec un avatar. Oula, il est bizarre mon avatar. Mais concrètement, voilà, ça peut être une alternative à la caméra. Pour quitter, eh bien, je reviens simplement ici. Et voilà, j'ai quitté Mesh. OK jusque-là? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, notez-les et je rebondis dessus dès que je peux, dès que j'ai un trou ou un chargement, parce que vous allez voir qu'il y a quand même quelques chargements qui sont hop, inhérents à Mesh. Hop, et on est de retour. Du coup, nous sommes rentrés dans Mesh, mais Mesh, à l'intérieur de Teams, comme ça, a quand même certaines limites, c'est-à-dire des espaces préconstruits. Il y a des templates qui sont déjà disponibles au travers de ça. Mais par exemple, le template que vous venez de voir au travers de ma fenêtre, c'est un template basique et il n'y a pas de personnalisation possible. Ce qui peut poser un petit peu certains problèmes quand justement on veut développer son espace. Mais développer son espace, pourquoi? Si vous êtes, par exemple, on va dire, vous vendez des tapis et que vous voulez faire un espace immersif où vous voulez montrer vos tapis, eh bien, c'est possible quand même de le faire. Ça demande un peu plus de compétences, plus de développement. Il y a une version un petit peu no-code, justement, pour pouvoir développer ce genre d'espace, mais ça demande quand même un petit peu de technique. Pas grand-chose, mais un petit peu de technique quand même. Au niveau des cas d'usage, il y a la gestion d'événements.
Par exemple, faire des simulations. Je vous montrerai après. Nous, on a fait un digital twin du MIC. Donc, pour ceux qui sont déjà venus au MIC, ben, vous allez le reconnaître. Pour ceux qui ne sont jamais venus, ben, vous pourrez le découvrir. Et ça nous permettait en fait de générer des foules pour voir si le bâtiment était apte à accueillir autant de personnes. Ça peut être un jumeau numérique, par exemple une galerie d'art. Il y a beaucoup de musées au moment du Covid et de la pandémie qui ont fait des digital twins justement de leurs environnements et qui étaient voilà, pour permettre des visites. Le souci, c'est que bien souvent, c'était une application à télécharger sur un casque et pas beaucoup de gens avaient de casque, etc. Par contre, tout le monde a un ordinateur et peut avoir un accès à Teams. Et aménager des espaces. Par exemple, on a déjà travaillé avec des architectes où on pouvait se permettre de recréer un digital twin d'un espace qui devait être aménagé et se balader à l'intérieur, justement pour pouvoir en faire des modifications. Vous allez me dire, on peut faire ça avec déjà d'autres applications? Oui, mais l'intérêt ici, c'est comme je vous le disais juste avant, c'est de pouvoir le faire dans Teams, c'est-à-dire dans un environnement qui est facile d'accès. Mais les compétences nécessaires, justement, j'ai un petit peu spoil avant d'arriver, mais vous pouvez être développeur, simple artiste 3D, et par contre, il faut un petit peu de cloud si vous voulez faire du no-code. Je vous montrerai après, donc nous, on utilise Azure, et c'est bien souvent technologie Microsoft, il faudra utiliser Azure. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qui est cloud aujourd'hui, parce ça me prendrait une demi-journée de vous expliquer ce qu'est le cloud de manière générale. Mais imaginez, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, que ce sont des services qui sont disponibles sur Internet. Voilà. Donc ces services ne tournent pas sur votre machine, mais dans un espace dédié sur le net. Au niveau des licences, mais comme je vous ai dit, il n'y a pas besoin de licence pour une partie de Mesh. Donc, pour tout ce qui est accès aux environnements classiques, vous n'avez pas besoin de licence. Pour ce qui est des invitations dans les réunions Mesh, il n'y a pas besoin non plus. Donc, si on crée une réunion hors webinaire et que je vous invite, vous avez accès à Mesh. Par contre, pour commencer à faire de la personnalisation, etc., là, on a besoin d'un abonnement Teams Premium. Un abonnement Teams Premium, de mémoire, c'était 6 € par mois. Donc ça, il faut le garder à l'idée. Maintenant, comme je dis toujours, il faut voir le retour sur investissement. Si ça fait partie de votre, entre guillemets, de votre gagne-pain et qu'il y a une plus-value de mettre 6 € par mois pour inviter vos collaborateurs dans des réunions immersives pour leur imager certains cas pratiques, ça vaut la peine. Maintenant, dans 90% du temps, la version sans licence est déjà suffisante pour, entre guillemets, essayer et se faire déjà son premier effet waouh. Au niveau des technologies utilisées, on parlait justement d'être des développeurs. Il y a le C# qui est un langage de programmation et forcément Unity qui est derrière, qui est le moteur 3D qui permet justement de travailler ces environnements. En dessous, vous pouvez voir qu'il y a le Mesh Toolkit. Le Mesh Toolkit, justement, c'est ce qui va vous permettre de faire, entre guillemets, du no-code. C'est du visual scripting que ça s'appelle et concrètement, c'est des cases qu'on relie les unes aux autres et c'est des blocs et c'est du no-code. Et voilà, justement, le visual scripting, ça ressemble à ça et concrètement, vous pouvez mettre des actions les unes derrière les autres. Ça permet en fait de gérer les interactions qui se trouvent au niveau de la scène. Donc la scène, pour ceux qui n'ont jamais fait de 3D, c'est l'espace dans lequel vous évoluez. On est par contre limité par la librairie de base que propose justement ce visual scripting et on ne peut pas créer de code personnel. Donc vous êtes limité aux interactions qu'on vous laisse faire au travers de ce visual scripting. À l'inverse, vous êtes développeur, vous voulez avoir une plus grosse entre guillemets version et beaucoup plus de customisation, eh bien là on a ce qu'on appelle le cloud scripting. Donc là on est vraiment sur du code développé en C#. Pardon. Et voilà, mais ça vous donne déjà un peu plus de liberté, mais Microsoft impose quand même des restrictions assez significatives sur les interactions possibles. Par exemple, le cloud scripting ne prend pas en charge l'intégration de toutes les bibliothèques qu'on voudrait forcément implémenter là-dedans. Si vous voulez plus de détails ou bien donner un aperçu à vos équipes techniques, on a développé au MIC un projet l'année dernière justement de cloud scripting
qui poussent un petit peu les librairies Mesh dans leur retranchement. Et ça, c'est disponible aussi gratuitement sur le GitHub du MIC, quoi. Le cloud scripting, comme je vous ai dit, on parlait tout à l'heure de cloud, eh bien, ça va induire justement un environnement pour exécuter toutes ces nouvelles méthodes. Cet environnement, il va se créer directement sur Azure. Attention, c'est une infrastructure qui engendre des coûts. D'où au dernier test, par environnement, on était à 150 € de dépenses. Donc, c'est pas négligeable. Mais, entre guillemets, c'est le prix à payer pour avoir du custom. Comme je vous ai dit, il faut voir ce que vous en faites. Ce n'est pas forcément toujours utile. Commencez déjà, comme je dis toujours, les nouvelles technologies, c'est comme rentrer dans le grand bassin, quoi. On met d'abord un orteil et on avance progressivement. Ça ne sert à rien de vouloir faire le plus gros projet du monde si, entre guillemets, on n'a pas de use case qui vous permette justement de tester au fur et à mesure. C'est beaucoup plus parlant avec l'IA, bien sûr, parce que maintenant, on peut tous avoir un chat GPT dans notre poche, mais c'est pareil avec les réalités immersives. Si petit à petit, vous mettez une goutte par-ci, une goutte par-là, vous allez voir, entre guillemets, que votre quotidien va changer et vous allez justement découvrir des use cases qui vont peut-être donner suite à des projets un peu plus custom. Là, c'est petit tableau justement qui reprend les différences entre le visual scripting et le cloud scripting. Eh bien, concrètement, la plus grosse différence, c'est clairement la logique de scène complexe. C'est-à-dire une logique qui veut sortir, entre guillemets, des sentiers battus par rapport à ce que le visual scripting peut vous proposer. Hyper important, si vous avez déjà, on va dire, un SaaS qui tourne chez vous ou une application dont vous avez déjà un back-end, mais justement, le cloud scripting permet de rapatrier toutes vos datas à l'intérieur de votre métavers. Donc, à l'intérieur de votre, on va dire, mesh custom. C'est vraiment les deux gros points à retenir. C'est la logique complexe qui est disponible sur le cloud scripting et l'intégration des données back-end en direct. Après, on fera une petite démonstration. On rentrera dans un environnement custom. Comme ça, vous verrez la différence. Et voilà. Au niveau des devices, ben, comme je vous ai dit, ce qui est assez chouette, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un casque pour accéder à Mesh. Pour ceux qui ont tenté l'expérience, ben, vous étiez, à moins que vous suivez le webinaire au travers d'un casque, et si c'est le cas, c'est vachement cool, mais vous avez tous tenté d'y accéder au travers de votre ordinateur. Ça a beaucoup d'avantages. Ben, déjà, la motion sickness. Quand on a fait essayer, comme je vous disais, le projet justement d'espace, donc quand on a recréé le mic dans Mesh, on l'a fait essayer à Martine, notre office manager. Elle est restée, allez, si je dis 30 secondes, c'est beaucoup. Et elle a enlevé son casque avec des nausées en nous disant, les gars, je ne saurais pas. Mais alors, il y a beaucoup de gens qui ont ce problème de motion sickness assez récurrent. Et du coup, ben, ça met déjà de côté une bonne partie de vos utilisateurs. Sera-t-il possible Oui, il n'y a pas de souci, vous pourrez avoir un replay. Je vous filerai même les slides, etc. Par la suite. Donc, du coup, on en parlait des devices. Il n'y a que sur téléphone que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Ben, parce que c'est pas pratique concrètement. Et il y a d'autres, on va dire, providers qui permettent une utilisation téléphone. Par exemple, il y a Spatial. Je vous mettrai le lien si vous voulez. On a développé une application pour le programme de stage du MIC l'année dernière avec des étudiants qui utilisent Spatial. Mais pareil, c'est des espaces métavers. Mais là, vous pouviez y accéder par téléphone, mais pas pratique du tout, quoi. C'était clairement pas un bon move. Mais donc, du coup, voilà, le fait que Mesh soit accessible au travers de votre ordi, ben, vous pouvez déjà inclure beaucoup plus de personnes qui ont une motion sickness. Est-ce que vous avez des questions jusque maintenant? Parce que c'est clairement le moment de la démo. Et donc, pour accéder à un espace immersif, custom, eh bien là, on n'est pas au travers de Teams, hop, toc, 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 mais au travers de Mesh. Mesh, en gros, c'est une application, c'est gratuit,
et vous pouvez la télécharger. Quand on arrive, entre guillemets, vous pouvez y arriver au travers de Teams, mais c'est plus facile de vous illustrer ça au travers de cette application-là. Donc là, comme je vois, je me suis connecté. C'est toujours mon avatar, donc je devrais refaire un petit peu la tête. Vous avez, pareil, tous vos settings, le dashboard où toutes vos réunions vont apparaître. D'ailleurs, est-ce que j'ai des réunions? Non, je n'ai pas de réunion prévue. Ça tombe bien parce qu'on va en créer une ensemble. Comment on crée une réunion Mesh? Eh bien, c'est assez facile. De l'autre côté, quand on était dans Teams, on créait une réunion normale et on changeait la vue pour rentrer dans Mesh. Ici, nous allons créer une vraie réunion Mesh. Pour ça, je clique sur meshcloud.microsoft. J'avais pré-shot un petit peu parce qu'il fallait me loguer. Désolé. Et donc, nous arrivons sur cette page. Sur cette page, en fait, on va dire c'est le hub principal de Mesh. Pour créer un nouvel événement, je crée un événement. Là, il va me demander de remplir certains champs justement pour mon événement. Ici, on va l'appeler par exemple webinaire Mesh. Pareil, c'est une réunion, donc je dois lui donner des heures. Eh bien, le 29, on va dire de 10h à 10h30. Hop, c'est un event de démo, point. Et voilà, donc on a 1 minute pour créer. Vous voyez ici, en gros, j'ai plusieurs possibilités. Single room et multi-room. Déjà, la grosse différence entre ça, c'est que un espace mesh, comme on a vu, ne peut pas prendre plus que 16 personnes en même temps. Il y a quand même des limites. Mais vous pouvez créer, entre guillemets, on va dire, des rooms qui peuvent accueillir énormément de personnes avec ce qu'on appelle le multi-room. Le multi-room, c'est vous, en tant que speaker, eh bien, vous aurez une instance, enfin, une réplica, on va dire, de votre talk ou de votre avatar dans plusieurs rooms. Vous pourrez changer. Et donc, il va faire des groupes de 16 personnes par 16 personnes. Ça permet déjà d'alléger en grande partie le facteur rafraîchissement, quoi. Beaucoup moins de lag. Parce que sur les espaces custom, vu qu'il y a une partie, entre guillemets, qui est code derrière et que vous avez développé vous-même, ben vous êtes un petit peu garant, on va dire, du bon déroulé de l'expérience XR qui est derrière. C'est-à-dire, si vous avez fait du shitty code, comme on appelle ça, ben vous aurez peut-être beaucoup plus de lag parce que c'est pas optimisé pour. Ensuite, on a les templates ou from scratch. Nous, on va commencer from scratch comme ça, vous voyez, mais vous pouvez déjà avoir des espaces immersifs qui sont, entre guillemets, des expériences déjà à part entière que vous avez, entre guillemets, développées à l'avance. Nous, on va commencer from scratch. Et là, vous voyez qu'il y a les 3. Nous, on était dans celui-là pendant la démo Teams, mais vous pouvez déjà choisir 3. Nous, ce qu'on a fait, comme je vous ai dit, on a développé un Digital Tune du MIC qui est disponible dans notre collection, justement. Et là, ben, hop, le bâtiment du MIC. S'il veut bien. Hop, tac, 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 tac. Et c'est comme ça. Je parie qu'il ne veut pas. On va mettre 10h03. 10h33. OK, webinaire mesh. Et il veut une petite photo. Hop, il se trouve où à Mons? Je suppose que tu parles du MIC. On est juste derrière la gare. Hop, et du coup, est-ce que j'ai une photo sur le bureau? Oui, on va mettre peu importe la photo. Hop, vous uploadez une photo. Desktop, est-ce que j'ai une photo là-dedans? Hop, voilà. C'était quand je suis allé chez Microsoft. Et pourquoi il ne veut pas créer ça? Eh bien, on est sur un bug. Start from scratch, collection, mesh, ça, sélectionné. Et nous sommes sur un bug. Créer un événement.
Test, test, single room, start from scratch, hop, mesh, ça, add co-organisateur, voilà. C'est juste que j'avais oublié de cliquer sur single room. Donc là, je vais choisir Lloyd, parce que c'est moi, donc en organisateur. Et là, je peux directement mettre des invités. Je choisis ma room, je peux lui mettre une cover et je crée. Voilà. Désolé, je pensais que j'avais cliqué là-dessus. Du coup, voilà. Là, j'ai mon événement qui a été créé. Et si je reviens ici et que je rafraîchis, eh bien, vous pouvez voir qu'ici, j'ai l'événement que je viens de créer qui vient d'arriver dans mon agenda. J'ai les informations, s'il veut bien. Hop, voilà. Je peux réinviter ou le sauvegarder en tant que template. Si vous vous souvenez, juste avant, on avait template. Et voilà. Donc, c'est dans 26 minutes. Il paraît que je me suis trompé dans l'heure. Oui, je l'ai mis à 11 heures. C'est pas grave. Event, on va vite en recréer un. Event détail. On va mettre ça à 10 heures, 10h30. Update. Voilà. Comme vous pouvez voir, il y a moyen de faire des modifications à la volée. Et là, il me dit bien que c'est en train d'arriver maintenant. Et donc, si je rafraîchis, je peux rejoindre mon espace immersif. C'est pareil que pour Teams. Concrètement, j'ai mon avatar. L'avatar que vous avez créé dans Teams, en fait, il est raccordé à votre compte. Et donc, même ici, je peux le modifier à la volée si je veux. Il y a même ceux qui veulent faire des trucs un peu plus futuristes. Je crois qu'il y a des bras robots, etc. Enfin, il y a moyen de s'amuser un petit peu. Si vous aimez les RPG, il y a moyen de s'amuser un petit peu. Pareil que sur Teams, on choisit son micro. On ne choisit pas sa caméra du coup, parce qu'il n'y a pas de caméra, c'est votre avatar, et vous pouvez rejoindre. Donc, cet espace, qui met du temps un petit peu à charger, c'est un espace qui a été développé avec les étudiants l'année dernière. Tout le code est disponible sur GitHub si vous voulez le récupérer. Et ça a été fait avec du cloud scripting. Le cloud scripting, concrètement, c'est dans Azure, voilà. Il y a toutes ces ressources ont été créées sur base du cloud scripting. Est-ce qu'il y a besoin d'en arriver là? Encore une fois, comme je vous ai dit, non, petit à petit. Mettez déjà un pied dans le bain. Et voilà. Je ne sais pas si vous préférez que je la pose. Oui, vous pouvez poser vos questions ici directement. C'est beaucoup plus simple. Donc du coup, voilà. Bienvenue au MIC. J'ai envie de vous dire, donc pour ceux qui sont normalement ici à l'ascenseur, hein, pour ceux qui sont déjà venus. Mais comme vous le voyez, eh bien, on a mis donc des PNJ, clairement, qui ont, eux, leur propre logique métier. C'est-à-dire que ça, le déplacement des PNJ, la gestion, etc., qui n'est pas bien poussé non plus. Hein. On n'est pas dans GTA hein, ou dans des gros jeux AAA. C'est juste pour illustrer. Ce sont en fait des logiques métiers qui ne peuvent pas être faites directement avec, on va dire, le visual scripting de base. Par contre, le visual scripting de base, vous pouvez déjà vous déplacer, interagir avec des objets, etc., etc. Il y a plein de fonctionnalités qui sont déjà disponibles. Par exemple, ici, mais vous voyez qu'il y a de quoi cliquer. Voilà. Ça, ce sont des objets qu'on a amenés directement depuis chez nous. Donc, petite visite du MIC. Hop. Voilà. Pendant que je vais jusqu'au bout, j'aurais une question. Au niveau des performances, est-ce que le visual scripting génère un code optimisé pour les performances ou un code plus extensible, ralentir les projets de grande envergure? Mais concrètement, c'est assez optimisé en fait le visual scripting parce que c'est fait. Bon, maintenant, on peut toujours se planter parce que si vous faites des boucles et des boucles de visual, forcément, vous allez être limité par rapport à la machine qui va accueillir votre application. Mais ça, c'est un peu comme pour tout, quoi. Mais c'est plus safe si vous faites du visual scripting que de commencer à faire du code, on va dire, de manière custom. Parce que là, c'est vous qui avez toutes les clés en main. Et donc, c'est un petit peu plus compliqué. Maintenant,
c'est beaucoup de tests, hein, parce que c'est des technos, entre guillemets, qui sont donc Mesh. Donc on a commencé le projet de stage le 3 février de cette année. Mesh était sorti fin janvier, quoi. Donc au niveau de la techno, on est sur une techno qui a moins d'un an, qui est quasiment mise à jour, on va dire, de manière assez régulière et sur lesquelles, en fait, il faut rebondir. Et par exemple, quelque chose qui ne fonctionne pas en visual scripting la semaine A, ben, la semaine B va peut-être fonctionner vachement bien. Et donc, voilà. Mais oui, le visual scripting, on n'a jamais eu de soucis au niveau de l'optimisation. Les seuls soucis qu'on a eu au niveau du visual scripting, ben, c'était forcément la logique métier custom. Est-ce que ça a répondu à ta question? Donc pendant ce temps-là, pendant que j'attends la réponse, ben là vous voyez, il y a le site du MIC qui est ici. Et le site du MIC, ben, en fait, je peux interagir avec. Hop, voilà. Ce site du MIC là, c'est ce qu'on appelle, en gros, c'est des fenêtres qui donnent accès à des API externes, on va dire. Et ça peut être des réplicas de sites web. Donc, c'est-à-dire que si vous avez votre SaaS qui tourne format web, ben, concrètement, vous pouvez y avoir accès au travers d'un environnement mesh. Et ça répond assez bien, en fait, hein. Donc, comme vous voyez, chaque fois que je passe, l'overlay bouge, etc., etc. Donc, il y a déjà des interactions qui sont disponibles au travers de Teams. Et c'est assez clair, hein. Donc, hop, voilà. Comme vous le voyez, bon, il y a un petit peu de... C'est pas parfait au travers de Teams, mais je vous assure que sur mon écran, c'est assez réactif. Et là, on est sur du code custom, hein. Enfin, il y a une partie custom, une partie qui ne l'est pas. Hop, voilà. S'il veut bien, hop, sortir. Petit conseil, si vous travaillez avec ce genre d'expérience, faites ça à la souris. C'est beaucoup plus simple que trackpad et clavier. Au niveau des interactions, eh bien concrètement, ici, nous, ce qu'on voulait faire, c'était pouvoir modéliser. Donc ça, c'est notre salle de conférence au MIC. Et ici, je peux, au travers de certaines actions déjà préenregistrées, configurer certaines actions. C'est-à-dire ici, si j'ai envie, voilà, de bouger. Ça, pour le coup, c'est vachement plus sympa avec un casque, quoi. Et quand je vous disais tout à l'heure de faire des simulations, etc., au MIC, on accueille énormément d'événements. Et même, on fait énormément d'événements en interne. Le télétravail faisant et qu'on s'est vachement habitué au télétravail et d'autant plus nous, l'équipe tech avec Antoine, mais Martine, quand elle devait configurer les salles du MIC, il y avait plusieurs options. Ou bien on devait venir au bureau, on perdait une demi-journée et on commençait à bouger des chaises. Ben, pas pratique. C'est marrant, hein, mais pas pratique. Ou alors, eh bien, Martine pouvait faire des simulations au travers justement de cet espace immersif. Vachement plus sympa. Ici, bon, je suis tout seul, mais il y a moyen, entre guillemets, qu'on configure une salle et après, on peut lancer des simulations, par exemple de 100 personnes, 200 personnes, et se dire, OK, c'est peut-être un peu tricky de mettre 100 personnes dans cette salle. Voilà, donc au niveau des possibilités, c'est pas seulement faire des réunions. Vos espaces immersifs, en gros, et c'est là que, quand je vous disais tout à l'heure, de petit à petit, on met une petite goutte de technologie immersive, d'IA, etc., dans son quotidien, c'est justement pour faire ressortir ce genre de use case, quoi. OK? S'il y en a qui veulent tester ce genre de techno, on peut toujours s'arranger par la suite et vous passez au mic ou alors on se fait un call Teams et je vous explique plus en profondeur comment fonctionne ce genre de techno. Ici, c'était vraiment une découverte de l'outil, vous montrer que c'est déjà disponible si vous voulez le tenter. Franchement, vous voulez tenter déjà Mesh, vous créez une petite réunion. Oui, Mesh n'est pas disponible pendant les appels. Vous devez obligatoirement créer une réunion pour pouvoir l'essayer. Mais en sortie de ce webinaire, vous créez une petite réunion de 10 minutes ou même vous n'invitez personne, vous rentrez dedans et vous êtes dans Mesh directement. Et vous pouvez essayer le jeu du lancer de le cornhole qui est disponible directement là-dedans. Au niveau concrètement des interactions, ben, pareil, il y a quelques réactions, ça peut être chouette.
des clapages de mains, etc., des petites danses. C'est ça pour le coup, c'est un peu gadget, mais c'est assez marrant quand on y pense. Au niveau du de la gestion des personnes. Donc, si vous êtes administrateur sur la réunion, ben, pareil, c'est comme dans Teams. Vous pouvez mute, démute, etc. les personnes. Hop, prendre la parole, ben, comme dans tout. Vous pouvez lever la main, baisser la main. C'est en gros, c'est basé sur Teams. Donc, toutes les interactions que vous avez dans Teams pour une réunion des plus classiques, eh bien, vous allez les retrouver là-dedans. Hop. Donc voilà, pour ceux qui n'ont jamais vu le mic, c'est le vous l'avez découvert en live. Pour quitter, facile, je clique sur Live et je reviens directement dans mon dashboard. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? On pourrait aller beaucoup plus loin, mais le temps, malheureusement, en 40 minutes, on ne peut pas faire plus que ça. Hop, et on est reparti. Mais du coup, ici, s'il veut bien passer, hop, mais retour d'expérience. Concrètement, le retour d'expérience, je vous l'ai déjà un petit peu donné au travers de quelques exemples. Mais il y a quand même quelques trucs qui reviennent assez souvent. Réunion via Teams, mais maintenant on peut l'enlever parce que je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais il y a beaucoup de choses qu'on voulait faire et qu'on n'a jamais réussi à faire. C'est-à-dire audio spatial aussi maintenant, il est disponible. Mais l'accès aux fichiers locaux, c'est-à-dire qu'on voulait ouvrir directement depuis notre SharePoint certains fichiers, etc. C'est pas possible. Et du coup, l'instanciation d'objets. Parce que quand on se dit on est dans un environnement 3D, par exemple, on travaillait avec un architecte et lui a déjà des modèles 3D de toutes les maisons qu'il fait sur SketchUp, etc. Et on s'était dit, ben, pourquoi pas instancier justement ces objets, je reviens tout de suite vers toi, instancier ces objets directement dans Mesh. Ben, en fait, c'est pas possible. Chose qui était possible quand on a développé justement un équivalent de cette application avec le SDK de Meta. Donc il y a beaucoup de choses entre guillemets qui arrivent, mais c'est en constante évolution. L'audio spatial, mais il est arrivé. Donc ça, voilà. Mais encore une fois, c'est en l'essayant que vous allez pouvoir trouver des réponses à vos questions. Les points négatifs de Mesh, quand même, ben, c'est quand vous le prenez au travers d'une réunion directement. Donc, c'est-à-dire, comme je vais vous remontrer après l'accès direct pour que vous puissiez le tester, mais vous êtes directement dans l'environnement Mesh de base, quoi. Les limites, justement, d'extension non autorisée par Microsoft, ben, c'est-à-dire qu'il y a certaines API ben, qui ne vont pas passer, tout simplement, malgré le fait que vous vouliez les développer vous-même. Pourquoi? Ben, je suppose clairement que c'est juste pour une question de sécurité, parce que si tout le monde commence à faire des espaces immersifs n'importe comment, ben, il y a une question d'image aussi derrière, et voilà, c'est un peu comme l'IA, quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi avec la techno, même si elle est vachement cool. Faible documentation, ben là, oui, c'est une techno qui a moins d'un an, donc vous n'allez pas forcément trouver toutes les réponses à vos questions dans la documentation, même si maintenant elle commence à s'étoffer un peu de plus en plus. Mais je peux vous assurer que quand nous, on a fait nos développements avec les étudiants, ben, il n'y avait pas de documentation. Donc on était clairement sur du rétro-engineering de certaines on va dire, fonctionnalités. Pas de modification de l'interface utilisateur, mais comme vous l'avez vu, où je choisis mes emojis, etc., ben, je ne peux pas changer. Ça fait partie, entre guillemets, du bundle de base, mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est comme tout SaaS qui se respecte. Vous avez une interface, ben, il y a l'interface. Et pas d'interaction entre le visual et le cloud scripting. Ça, c'est frustrant. C'est ou bien vous pouvez mélanger les deux, mais vous ne pouvez pas commencer une méthode ou un service en visual et le terminer en cloud scripting. C'est où vous faites toute votre logique avec un et ou toute votre logique avec l'autre. Ils ne peuvent pas interagir ensemble, quoi. Vous pouvez les mélanger, mais ils n'interagissent pas ensemble. Au niveau des points positifs, ben, concrètement, c'est la facilité de déploiement de l'environnement, quoi. Une fois qu'on développe avec le toolkit, ben, on clique sur un bouton
et tout se déploie. La facilité de rendre un objet interactif, mais concrètement, vous avez vu dans la démo juste avant, j'ai commencé à chipoter avec les tables et les chaises. Mais concrètement, c'est pas moi qui l'ai développé ce truc-là, hein. C'était déjà une fonctionnalité qui était disponible, que j'ai appliquée sur un objet, et ça l'a rendu interactif. Le multi-device, mais concrètement, vous êtes dans un casque parce que vous aimez les casques, eh bien vous pouvez rejoindre une réunion de quelqu'un qui est sur son ordinateur. Donc c'est vachement plus inclusif. Le son spatial entre utilisateurs, justement, c'est ce que je vous disais que j'ai oublié d'enlever sur ma slide précédente. Bien, ça rend l'immersion encore plus grosse. Parce que même en fermant les yeux, vous pouvez savoir, qui est bon, à condition d'avoir un casque, forcément, et des écouteurs. Sur le son de votre laptop, ça va rendre d'office beaucoup moins bien. Mais ça rend, entre guillemets, ce côté un peu plus réel des interactions au niveau de vos réunions. La création d'environnements préconçus par Microsoft, concrètement, oui, vous pouvez créer, vous l'avez vu juste avant, on a recréé le mic et il était disponible. Et la gestion simplifiée de la connexion entre les utilisateurs aux réunions, pour ceux qui vont le tester juste après en cliquant, vous allez voir, c'est juste un clic et on rentre dedans. Mais conclusion, moi, ma conclusion perso, c'est que c'est une techno qui ne demande en fait qu'à trouver des use cases. Il y a les gens qui, comme Obélix, sont tombés dedans et qui accrochent extrêmement fort. Ça a été un peu éclipsé avec l'IA, parce qu'on a une grosse mode de l'IA, forcément, mais c'est un pan qu'il ne faut pas négliger non plus. Avec les devices qui commencent à sortir, que ce soit, on va dire, l'Apple Vision qui est sorti, qui a mis, entre guillemets, un gros coup de pied dans la fourmilière, même si le device, entre guillemets, est, enfin, pour ma part, hein, c'est mon ressenti pour l'avoir essayé, beaucoup moins pratique, même s'il est beau, etc., le rendu est bien, mais c'était pas encore un objet qui était, on va dire, abordable pour toutes les bourses. Et tant qu'entre guillemets, ces technos-là ne seront pas utilisées par le plus grand nombre, elles ne tomberont pas mainstream. L'IA, pourquoi le boom? Comme je dis toujours, ma mère utilise ChatGPT. Et pourtant, elle n'est pas tech du tout. Donc, bisous maman si tu vois le webinaire en rediff. Voilà, ça c'est fait. Mais voilà, donc pour moi, il faut s'y intéresser, que ce soit au travers de Mesh, comme je vous l'ai montré, qui est entre guillemets un premier pas assez facile. Si vous avez des casques chez vous, testez Horizon. Vous allez voir, c'est une autre manière d'aborder les réunions. Et il y a plein de manières de faire, ou spatial. Je pourrais vous donner les liens aussi si vous êtes intéressé au travers d'un email ou voilà. Mais c'est des technos qui ne demandent qu'à être essayés et qu'à être, entre guillemets, trouver le use case qui va vraiment débloquer tout ça. Apple a débloqué, entre guillemets, les devices avec son Apple Vision. Maintenant, il faut trouver la killer app qui va vous permettre d'utiliser ça au quotidien. Je vais vite, rapido répondre aux questions. Au niveau... Donc, revoir l'accès dans Teams pour l'affichage. OK, je vais vite vous remontrer ça. Donc, une fois que vous êtes dans Teams, vous avez ici dans Vue, donc dans View, hop, et dans View, vous avez, tac, tac, Immersive Space, ici. Et dès que vous cliquez, vous allez rentrer dans Mesh. Est-ce que c'était Ludovic? Est-ce que c'est ça que tu voulais revoir? Et sait-on quelles sont les prochaines grandes fonctionnalités Mesh sur lesquelles Microsoft travaille? Eh bien là, malheureusement, je ne pourrais pas te répondre parce que j'ai un peu l'impression que c'est du travail à l'aveugle. Enfin, pas, entre guillemets, eux savent ce qu'ils font, mais pour les grandes guidelines, je ne les ai pas en fait. Donc ça, je ne saurais pas t'aider. Je peux toujours me renseigner et revenir vers toi. Oui, mais je n'ai pas Immersive Space. Oui, c'est normal, c'est peut-être parce que tu es dans le webinaire. Est-ce que tu utilises la version web ou la version client lourd? Parce que dans la version web, il n'y a peut-être pas toutes les fonctionnalités non plus. Voilà, c'est peut-être ça. Donc télécharge Teams, c'est peut-être ça la réponse à ta question. Du coup, voilà. Si vous avez des questions, en plus qui sont déjà arrivées, je reste dispo. Un grand merci à vous qui avez suivi le webinaire. Je vous ferai suivre
un email justement avec le formulaire d'appréciation, on va dire ça comme ça. C'est la popote interne, on est obligé de faire ça. Dans ce mail, vous retrouverez tous des liens utiles qui peuvent, avec des captures d'écran, etc. Je vais essayer de faire ça bien. Voilà, le mail, vous le recevrez de la semaine. Si vous avez des questions, ben, je suis dispo par email. Donc, mon adresse email, c'est lloyd@mic-belgique.be. Donc, Lloyd, Lloyd. Donc, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Faciliter la tech, c'est mon boulot. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez faire une petite démo de mesh un peu plus poussée, on peut toujours s'arranger. On peut faire ça au mic. Je vous attribue un compte invité et je vous donne une licence et vous rentrez dans le mic avec moi. Pour d'autres questions, si vous voulez intégrer ça dans votre entreprise ou autre, ben, il y a toujours le programme de guidance du MIC qui est disponible et c'est gratuit. Donc c'est chouette. Vous m'envoyez un petit message et on peut se bloquer une petite réunion. En tout cas, un grand merci. Si tu peux aussi insérer les thèmes et les dates des prochains meetings du MIC. Donc tout ça, c'est disponible sur le site web du MIC, donc mic-belgique.be. Il y a tout l'agenda qui sera là, mais je vous mettrai tout ça dans le mail qui va arriver suite au webinaire. Vous recevrez le mail demain, grand maximum. Et voilà, en tout cas, un grand merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. Si vous voulez les prochains, c'est sur de l'IA. C'est un peu plus sexy, même si j'adore la réalité immersive, hein. C'est vraiment cool comme techno et ça ne demande qu'à être un peu bousculé. En tout cas, merci à vous. Passez une bonne fin de journée. On est 5 minutes à l'avance. C'était le temps des questions, mais si vous en avez pas, eh bien, on se revoit au prochain épisode. À bientôt. Merci beaucoup à vous. Salut, salut.